Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau format pour les classements de films de l'année, parce que effectivement le classement série a pris beaucoup de temps à se faire, c'est-à-dire que j'ai commencé à enregistrer la vidéo en mars, et je n'ai pu poster la vidéo que fin juin. Donc du coup on va essayer de remédier à ça pour que ça soit plus dans le temps et que ça arrive plus rapidement. Donc du coup il y aura 4 vidéos, une pour le flop 10 Letterboxd, ça je vais réexpliquer juste après pourquoi. Un top 10 Letterboxd et mon flop 10 et le top 10. Donc du coup pour ce qui est en rapport avec Letterboxd, c'est à dire que j'ai pris les films que j'ai eu cette année, j'ai regardé leurs notes sur Letterboxd et je les ai classés par rapport à ces notes. Et donc du coup là ce sera le classement le classement des films que j'ai vus selon Letterboxd. Donc du coup ce qui fait qu'on n'aura pas forcément les mêmes classements. Donc du coup là il s'agit d'un flop 10 pour commencer. Et donc du coup pour chaque film qui seront dans le classement, ce ne seront pas mes avis à moi, mais les avis de la communauté Letterboxd, parce que en plus de la notation, on peut faire des avis. Et donc du coup, c'est souvent des avis internationaux parce que la communauté de Letterboxd est internationale. Et donc du coup, c'est parti avec le premier film. Et donc du coup, on commence d'ailleurs par la meilleure critique et la pire critique ensuite, vu que là c'est flop. Par contre, pour le top, ce sera inversé. Voilà. Bon, c'est parti. Prenez votre télécommande ou votre popcorn parce que c'est parti. Pour commencer à cette 10ème place, nous retrouvons Wish, Achat et la bonne étoile avec une note de 2,4 sur 5. A savoir qu'il y a 3 films qui ont eu la note 2,4 sur 5 et ils sont dans le classement. Plus ils sont dans le classement, plus je les ai appréciés. Et donc du coup, je les ai un petit peu sauvés entre guillemets d'un mauvais classement. Et on commence avec la meilleure critique avec 5 étoiles de JTR. Je n'aurais jamais pensé que ce film serait aussi bien, mais celui-ci me fait savoir que j'avais tort. Je pensais que ce serait un film qui n'aurait aucun sens, mais ça montre vraiment l'espoir, la famille ou l'amour que l'on peut ressentir avec les films Disney. Ça me rend plus heureux. Quand je l'ai terminé, j'avais aussi envie de pleurer, mais pleurer de bonheur. On continue avec la pire critique avec une demi-étoile de Owen. Ce film n'a aucun sens. Je m'accroche à ce que je peux pour trouver quelque chose de positif à dire sur ce sujet. Je suppose que le doublage était bon, et c'est plutôt bien ça. Mon dieu, l'animation était tellement mauvaise. C'est un concept intéressant sur le papier, étant une animation 3D pour produire l'apparence des illustrations de livres de contes et des premiers films Disney, mais dans l'exécution, elle a l'air bon marché. La façon dont tout bouge donne l'impression de sortir tout droit de la vallée dérangeante. Et la musique était également parmi les pires de tous les films Disney. Même les films Disney que je déteste vraiment ont au moins un ou deux bangers sur leur bande originale. Alors que le plus proche est avec This Wish, qui est une solide chanson valant à la limite un 5 sur 10. Tandis que I'm a Star pourrait vraiment être la pire chanson que je n'ai jamais entendue. Aussi, l'ensemble du point culminant et de la résolution est l'une des conneries les plus ringardes et les plus complaisantes que j'ai jamais eu à voir dans un film. Mais de loin, le pire élément de ce film, pour moi, est la façon dont il semble penser que faire référence à des films Disney préexistants est un remplacement approprié pour les personnages complexes ou une histoire intéressante. C'est comme faire teinter des clés au visage d'un bébé, sauf que le bébé est un adulte Disney. Je m'en fous que ses amis soient censés être les 5 nains ou que Asha porte la même robe que la marraine la bonne fée de Cendrillon, ou qu'il y ait un cerf nommé Bambi, parce que je m'en fiche d'Asha ou de ses amis. Commencer avec chaque fois qu'une de ces références apparaissait, cela me mettait simplement en colère et me rappelait à quel point j'aime davantage les films auxquels elle faisait référence. C'est vraiment triste de voir que le film du 100e anniversaire de Disney est quelque chose d'aussi odieux et d'entreprise qui nécessite une nostalgie sans fin des films Disney précédents pour être même légèrement engageants, mais c'est peut-être approprié étant donné à quel point l'entreprise semble résolue à faire passer le profit avant l'art en ce moment. 100 ans de préparation, mon cul, je ne peux pas garder une merde aussi longtemps. Numéro 9. Ayant aussi la note de 2,4 sur 5, nous retrouvons Shazam, la rage des dieux. La meilleure critique est de 5 étoiles et elle a été faite par Carissa. La bande-annonce a tellement mal promu ce film qu'au début je n'étais vraiment pas intéressé à le regarder parce que toutes les blagues dans la bande-annonce sont tellement nulles, mais dans le film elles sont drôles en fait. Comme une vraie comédie, pas comme dans la phase 4 de Marvel qui a essayé de faire ces derniers temps. C'est un bon film divertissant et meilleur que le premier. Ce n'est pas difficile à suivre et les caméos surprenants sont vraiment surprenants. C'est là où j'ai pas compris cette phrase, mais bon. On continue avec la pire critique
qui est de une demi-étoile de Lucas. Comment ce film peut être si terrible? Le réalisateur ne décide pas s'il fait quelque chose de sérieux ou de drôle. Au final, il ne fait rien de ces deux choses, et les blagues ne font que vous sortir de l'immersion. De plus, il donne l'occasion à chaque acteur et actrice de faire des performances terribles, comme la façon dont une petite fille voit son frère mourir brûlé et n'exprime aucune réaction. Ce n'est pas drôle, c'est angoissant d'une mauvaise manière. On retrouve à la 8ème place We Have a Ghost, avec la note de 2,4 sur 5. On commence avec la meilleure critique de 5 étoiles de McCloody. Il devrait vraiment arrêter d'écrire David Harbour comme un homme qui perd un enfant, parce que ça me fait chialer à chaque fois. Il a cependant retrouvé le dit enfant, c'est donc une rédemption. J'ai choisi ce film simplement parce qu'il y était, et j'en suis ressorti surpris de voir à quel point je l'ai apprécié en dehors du simple fait qu'il était là. En fait, je me suis attaché au personnage et bon sang que c'était bien. Je ne m'attendais pas à une véritable scène de poursuite policière, mais je ne suis pas contrarié que cela se soit produit. On continue avec la pire critique d'une demi-étoile de Lord V. Oh mon dieu, une si bonne idée, mais quel gâchis d'exécution. Merde absolue au moment où la fille blanche moderne ennuyeuse est entrée dans les toilettes des garçons de l'école et a dit au gars qui avait un problème avec sa présence qu'il était là, qu'il était celui qui avait des problèmes de normes de genre. Je savais que l'écriture allait droit dans le mur. L'un des très rares films que j'ai voulu arrêter de regarder. Je suis passé à la dernière scène juste pour voir la conclusion. ChatGPT aurait pu écrire un meilleur script, l'un des pires films que j'ai vus. Numéro 7, Ant-Man et la guêpe Quantumania avec une note de 2,3 sur 5. On commence par la meilleure critique de Calvin 1994. Après l'avoir regardé pour la première fois, depuis que je l'ai déjà vu au cinéma, je pensais que je l'aimais, mais après l'avoir revu, je sais que je l'adore. C'est un bon film avec des moments drôles et un méchant génial et maléfique comme Kang. Quantumania est un autre film du MCU que j'aime et que j'apprécie. On continue ensuite avec la pire critique d'une demi-étoile de Tom Cuddy. La version Marvel de The Flash, c'est tellement ennuyeux et peu drôle, et beaucoup de choses n'ont pas l'air si bien. Chaque film Marvel a le même cadre, juste appelé des choses différentes, et l'intrigue était stupidement prévisible. La plupart du temps, je ne sais pas pourquoi ils ont mis Bill Murray et Polka Dot Man dans ce film et n'ont rien fait avec Bill Murray. J'ai hâte de ne pas voir Kang avec d'autres films. L'homme n'est pas une menace si une version de lui a perdu contre Ant-Man. On retrouve à la 6ème place de ce flop 10 Letterboxd Peter Pan et Wendy avec la note de 2,3 sur 5. On commence par la meilleure critique qui est de 5 étoiles, qui a été écrite par Keoni Walkrex. Bon, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais Hassoul. Waouh, ce film était si beau. Le message de tout le film, les citations, les cinématiques du film étaient tout simplement parfaits. Je pense qu'on n'a pas vu le même film, mais on en reparlera dans le flop 10. Oulala, j'ai spoilé un peu le flop 10. On continue avec la pire critique, qui est de une demi-étoile et qui a été réalisée par Rage Film Reviews. Disney s'est vraiment fait exploser la cervelle avec ce film. Les mots ne peuvent pas décrire la haine brûlante que je possède pour ce tas putride de conneries d'amphibiens. Tout d'une intrigue ennuyeuse, de personnages terribles et d'une modernisation que la peste est la preuve que Dieu a le sens de l'humour. On retrouve à la 5ème place le film Agent Stone avec une note moyenne de 2,2 sur 5. La meilleure critique est de 5 étoiles et a été réalisée par Siva Nagarajan. La construction du monde était assez bonne à tel point que j'aimerais qu'ils élargissent l'univers avec une série télévisée. Comme c'est dommage de construire ce concept cool de 52 agents nommés d'après les cartes d'un jeu, si nous ne voyons qu'une poignée d'entre eux dans ce film. J'ai aimé qu'Alia Bhatt ait pu utiliser l'accent le plus naturel et le plus confortable pour elle. Je déteste la façon dont les films hollywoodiens ajoutent des stars de Bollywood. Parfois ils les font parler avec un accent américain dans lequel ils ne sont pas bons, même si ce n'est pas de leur faute. Quand nous vivons dans un monde où les gens comprennent les accents des autres, c'est très cool. J'ai aimé que le message à la fin du film soit un peu comme Al-Bad, ce qui était exactement le contraire de The Creator, un autre film d'intelligence artificielle qui est sorti à l'été 2023. La pire critique est de une étoile et demie et a été une demi-étoile je veux dire, et elle a été réalisée par Horror Team. Très bof, grand concept, mais bof, l'histoire était racontée un peu, et le twist était très prévisible, surtout quand la description dit un énorme twist au milieu du film, qui frappe avec la force d'une peur de saut.
C'est facile à déterminer, honnêtement, c'est juste un autre film Netflix. Un film que vous n'avez besoin de regarder qu'une seule fois. On retrouve à la 4ème place Aquaman et le Royaume perdu avec la note de 2,2 sur 5. C'est assez faible, hein, mais voilà, c'est un flop 10. La meilleure critique est de 5 étoiles, a été réalisée par Film Love 26. Je suis content qu'il se soit bien débrouillé pour ce film. De nos jours, les films de super-héros sont sous un grand microscope. Tout le monde s'attend à ce que le prochain soit meilleur que le dernier. Eh bien, ce film y est arrivé en tout cas. On continue ensuite avec la pire critique qui est de 1 demi-étoile et qui a été réalisée par Harry. Le premier film était mauvais mais d'une manière amusante. C'est littéralement terrible dans tous les sens du terme ici. Les effets spéciaux ici rendent le bébé CGI indécent et tout ressemble à une parodie de lui-même. Pour ne pas dire que je ne m'y attendais pas en décidant de le regarder, je l'ai quand même regardé, mais j'aime donner de nouvelles critiques pour cette application. J'ai brûlé son royaume en cendres. Mec, vous parlez d'un royaume sous-marin. Vous voyez le problème avec cela? Et voilà. On continue avec le numéro 3, le top 3, le flop 3 plutôt. On retrouve à la 3ème place de ce flop 10, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, avec la note de 2,2 sur 5. Pour la meilleure critique qui est de 5 étoiles, nous retrouvons la critique de NMK 2006. Je suis la seule à vraiment trouver ça marrant? Oui, tu es la seule. Passons ensuite à la pire critique qui est de 1 demi-étoile et qui a été réalisée par Marion DSTL. Alain Chabat s'est dit pendant l'écriture de Mission Cléopâtre que pour réussir une bonne comédie, il ne fallait pas trop de blagues datées. Ici, il n'y a que de ça. Dans 2 ans, plus personne ne comprendra les vannes qui, déjà maintenant, ne sont absolument pas drôles. PS, engager toutes les célébrités françaises du moment ne cache pas le fait que le film soit nul, cordialement. Durant le tournage de ce flop 10, j'ai regardé un film qui avait clairement sa place dans ce flop 10, et il s'agit à la place 2,5, oui parce que entre 2 et 3, de En eau très trouble avec la note de 2 sur 5. Donc du coup la meilleure critique qui est de 5 étoiles a été écrite plutôt par Sukik Nothing. Probablement le seul film que je peux revoir encore et encore sans jamais m'ennuyer. La comédie à côté de l'intrigue rend le film encore meilleur. D'accord. Et la pire critique qui a une note de 1 demi-étoile sur 5 a été écrite par Sophia et elle nous dit ça. Je tiens à préciser que j'ai apprécié le premier film et que je suis un grand fan du Meg. Donc c'est par déception que j'écris mon avis. Ils ont dit dans la bande-annonce, dans toute la publicité, qu'il y aurait un grand combat entre le Meg et le T-Rex, mais il n'y en avait pas. Il y avait trop d'attention sur certains personnages et toute la merde vue dans le film, ce qui n'était tout simplement pas annoncé et que je ne voulais pas regarder. Ce film m'a apporté de la colère et de l'ennui. Si vous souhaitez regarder un film avec des requins ou des dinosaures, allez-y, mais sachez simplement qu'il n'y a pas de T-Rex. Ou regardez bien Les Dents de la Mer ou Jurassic Park de Steven Spielberg. Je n'aime pas non plus du tout la chanson de fin, mais c'est juste mon opinion. Prenez ce que vous voulez de cela. On retrouve à la place numéro 2 Rebel Moon partie 1, Enfant du Feu, avec la note de 2 sur 5. On commence par la meilleure critique qui est de 5 étoiles et qui a été écrite par Fergus FM. Regarder ce film sur le projecteur de mon père m'a vraiment fait apprécier encore plus les aspects techniques de celui-ci. Une fois de plus, je recommande vivement ce film et maintenant, il est enfin temps de regarder Rebel Moon partie de l'Entailleuse. Et après avoir revu le premier film, je suis très heureux de regarder la conclusion de ce film. On continue ensuite avec la pire critique qui est de 1 demi-étoile et qui a été écrite par Adam. C'est certainement une partie 1 et pas d'une manière qui me laisse prêt pour la suite. C'est plus « Eh, nous n'allons tout simplement pas finir l'histoire en ce moment. S'il vous plaît, revenez plus tard. » Ce que nous obtenons, c'est un montage super précipité de recrutement de personnages, entrecoupé avec des combats terriblement tirés au ralenti, qui se terminent juste, dès que l'équipe est terminée. Les visuels forts sont une chose sur laquelle on peut généralement compter pour Zack Snyder, mais c'est très incohérent. Une grande partie a juste l'air plate, mue et creuse. De cette façon, cela s'aligne en fait en quelque sorte sur le récit. Il y a une excitation claire pour les lentilles slow-mo et fisheye, un dévouement à les utiliser de manière insensée et dénuée de sens. La chorégraphie d'action est mauvaise et les effets visuels souvent pires. Les effets visuels à explosion laser sont quelques-unes des pires choses que mes yeux ont vues depuis un certain temps. Les performances sont pour la plupart pas très bonnes, avec quelques-unes qui sont bonnes. J'ai surtout mis cela sur Snyder car le réalisateur est incapable d'en tirer plus, et le dialogue que les acteurs sont invités à lire sont douloureux à écouter. Je ne vais pas vous mentir, le script est du jus de cul tout simplement. Le développement du personnage était apparemment quelque chose qu'il
Snyder ont laissé à l'étape du remue-ménage, et une partie de cela est que les personnages sont à peine définis pour commencer, au-delà des platitudes fades. C'est à peu près le ChatGPT résumé les notes de falaise de Star Wars. C'est générique et vide, mais le pire de tout, c'est la façon dont il essaie et ne parvient pas à arracher ce qui fonctionne le mieux. Il présente quelques signes du style de Snyder, tout en étant laid comme l'enfer. J'enlève également des points pour l'idée morte de sortir intentionnellement cela en sachant que ce n'est pas le vrai film, mais juste pour dire hé les gars, nous sortons bientôt le vrai Rebel Moon. Quelqu'un se souvient de la citation du parrain de Peter de Family Guy? Il insiste sur lui-même, c'est ce que j'ai ressenti à propos de Rebel Moon. Première partie, l'enfant du feu. Bon Seigneur, s'il vous plaît, raccourcissez les titres des films. Note 2,17 sur 10. Ça va, c'est une bonne note en vrai. Et le pire film selon les utilisateurs de Letterboxd est Spice Kids Armageddon avec la note de 1,8 sur 5. Et oui, en dessous des deux. Donc du coup pour la meilleure critique qui est aussi de Fergus FM que l'on a déjà vu pour Rebel Moon, exactement ce que je voulais d'un film Spice Kids de 2020, une modernisation de tout ce que j'aime dans la franchise Spice Kids, avec quelques nouveaux éléments rafraîchissants ajoutés, et si c'est ce que vous voulez voir de Spice Kids Armageddon, alors je vous le recommande vivement. On continue pour la dernière mauvaise critique avec celle de Sam L. Johnson 1, l'équivalent de votre enfant demandant à nouveau à passer au Drive McDonald's parce qu'il n'aime pas son jeu Happy Meal, une énorme perte de temps se terminant par une indigestion. J'ai adoré cette critique, je l'ai trouvé très marrant. Voilà, bon bah c'est tout pour ce flop 10 Letterboxd, et on se retrouve très bientôt pour le top 10 Letterboxd, et après il y aura mon flop 10 et mon top 10. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.